Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Depuis la dernière fois, j'ai lu Le charme discret de l'intestin, Fleurs au creux des ruines, le deuxième tome de Kevin et les extraterrestres, Éclosia ou l'Écosse des légendes, La Tour, le premier tome des frères O'Neill qui s'appelle La danse hésitante des flocons de neige, et enfin In the 70s, aventure dans la contre-culture. Le charme discret de l'intestin, écrit par Julia Anders et publié initialement chez Actes Sud, est un livre qui a eu un énorme succès ces dernières années et que j'avais très envie de lire depuis un bon petit moment. J'ai profité du fait qu'il rentre à la médiathèque pour l'emprunter et je l'ai dévoré assez rapidement. C'est de la vulgarisation scientifique, ça parle non seulement de l'intestin mais également de tout le système digestif, estomac, foie, un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. Et l'auteur qui est en fait en thèse de médecine, alors peut-être que depuis qu'elle a écrit ce livre il y a quelques années, peut-être que depuis ce temps elle est devenue médecin, je ne sais pas si elle a terminé sa thèse, je ne sais pas si elle est aujourd'hui médecin, mais bref, à l'époque elle était en thèse et elle nous explique un petit peu tout ce qui se passe dans notre ventre, elle nous donne pas mal de conseils, pas mal d'anecdotes. Alors c'est de la vulgarisation scientifique, donc c'est hyper abordable, hyper sympa, surtout qu'elle met beaucoup d'humour là-dedans, donc elle désacralise un petit peu tout ce qui se passe dans notre ventre au niveau de notre intestin. Ça peut être des sujets un petit peu gênants, mais là elle nous parle de ça avec énormément d'humour, donc ça passe très très bien. Il y a juste la dernière partie qui est plus dédiée à tout ce qui se passe vraiment du côté du minuscule, donc du côté des microbes, du microbiote, et là j'ai trouvé que c'était un peu plus dense, un peu plus ardu, un peu plus scientifique pour le coup, et donc peut-être un peu moins percutant pour les lecteurs qui n'ont pas un bagage scientifique, qui ne peuvent pas tout comprendre facilement. Ça reste abordable, ça reste très intéressant, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses, pas mal de petites astuces au quotidien pour avoir moins mal au ventre, avoir moins souvent la nausée, quels aliments privilégier, comment mieux manger. Alors elle n'est pas pro-végétarisme, pas pro-régime sans gluten, non, elle a justement un discours qui est quand même assez modéré, assez équilibré. Justement, elle nous dit qu'il faut mieux manger un petit peu de tout avec modération et quand même en privilégiant quelques aliments et surtout en privilégiant l'origine des aliments et la façon dont on les consomme, dont ils arrivent dans notre ventre. Voilà, donc un ouvrage facile d'accès, amusant, qui nous apprend pas mal de choses et dans lequel on peut revenir piocher régulièrement, je pense. Donc si vous êtes intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de vous, par ce qui se passe dans votre intestin qui est considéré comme notre deuxième cerveau et qui est même presque a priori plus important que notre cerveau lui-même, allez-y, ça vaut le coup, c'est vraiment enrichissant. Depuis la dernière fois, j'ai également lu Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons électriques, collection Helios. Comme vous le voyez, c'est un tout petit livre qui fait une centaine de pages à peine, 120 même pas. C'est un recueil de nouvelles, il y en a 4 exactement. Ça fait partie du cycle des récits du demi-loup. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, vous avez pu en entendre parler non seulement en vidéo mais également sur les chroniques sur le blog si vous suivez le blog. Le premier tome s'appelle Véridienne et le deuxième c'est Les Terres de l'Est. J'ai vraiment beaucoup aimé ces romans, ces 2 premiers tomes, surtout le deuxième que j'ai trouvé encore plus mature que le premier, c'est hyper bien écrit. Et pour patienter avant la publication du tome 3 dans quelques mois, peut-être même au mois de juin, à l'occasion des Imaginales, peut-être. Enfin je dis au mois de juin à l'occasion des Imaginales, non les Imaginales c'est fin mai, mais généralement les éditeurs réussissent à publier en avant-première des ouvrages de SFFF à l'occasion des Imaginales, l'un des plus gros festivals d'imaginaire en France. Donc ils aiment bien publier 2 nouveaux livres à cette occasion et je pense que le tome 3 devrait être édité dans ces eaux-là, à moins que ça ait été repoussé. Bref, pour patienter avant la publication de ce tome 3, je ne sais pas quand, l'auteur nous propose un petit recueil qui est appelé Prélude au récit du demi-loup, puisque ces 4 nouvelles prennent place avant ce qui peut se passer dans les romans, dans les récits du demi-loup. 4 nouvelles qui mettent en avant 4 personnages ou 4 groupes de personnages différents à des époques différentes. Ça m'a fait penser beaucoup quand j'ai lu ce recueil au recueil Yanoa Vera de Jean-Philippe Jaworski que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'ai adoré, qui là aussi était un recueil qui permettait aux lecteurs d'enrichir ce qu'ils avaient pu découvrir du côté des récits du Vieux Royaume, donc contexte univers mis en place par Jean-Philippe Jaworski. Et là c'est pareil, en fait Chloé Chevalier
Chevalier enrichit, développe son univers et nous propose d'en apprendre plus grâce à ces 4 courts textes. Donc c'est très court, hein, moins de 120 pages pour 4 textes, 4 nouvelles. Donc comme vous vous en doutez, elle ne peut pas développer énormément à chaque fois ses personnages, ses histoires. Mais je trouve que ça passe super bien, il n'y a pas de sensation de manque, elle réussit très bien dès les premières lignes de chaque texte à nous plonger complètement dans son univers, dans la tête de ses personnages. On comprend très vite où on est, qui est le personnage que l'on suit et où on va aller. En plus, elle nous fait passer énormément d'informations sur l'univers, sur les récits du demi-loup, notamment dans la deuxième nouvelle qui s'appelle L'art ou la viande, qui met en avant 2 jeunes gens, 2 amoureux qui vont être séparés à cause de leur choix de vie. Lui va partir en formation militaire et va finir par partir à la guerre, et elle va entrer dans une caste, dans une école particulière qui lie un petit peu religion et art. On découvre la hiérarchie militaire, la hiérarchie religieuse, comment étaient les études à cette époque-là, comment on y entrait, qu'est-ce qu'on faisait dans ces écoles. Vraiment, on a l'impression qu'elle rentre dans des couvents en fait, hein, les étudiantes et les étudiants. Bref, énormément de choses, c'est passionnant. Dans les autres nouvelles, on a aussi, pas la correspondance, mais plutôt des journaux intimes, des souvenirs de personnages qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des défaites, qui ont perdu des enfants, qui ont vécu l'apocalypse. Voilà, sur 2 autres nouvelles, on a ces points de vue internes que l'auteur aime beaucoup et que j'affectionne aussi énormément. C'est vraiment très intense puisqu'on entre parfaitement dans la tête des personnages, on voit à travers leurs yeux et ça marche vraiment bien, et Chloé Chevalier est vraiment très douée pour ça. La dernière nouvelle du recueil prend plus de distance et je trouve qu'elle a un petit côté conte de fées, c'est à la 3e personne du singulier et il y a le passé simple et il y a pas mal d'éléments comme ça du conte à mon sens, comme la tour, les personnages qui sont enfermés dans cette tour, qui sont d'importance. Une dernière nouvelle qui à mon sens se rapproche plus du conte de fées et qui a un côté un peu plus positif, optimiste que les 3 textes précédents qui sont clairement assez mélancoliques. Fleur au creux des ruines, je peux le conseiller non seulement à ceux qui ont lu les 2 premiers tomes des récits du demi-loup et qui ont apprécié et qui ont envie de continuer d'évoluer dans cet univers, mais également à ceux qui n'ont pas encore découvert l'imaginaire de Chloé Chevalier, qui ont envie de découvrir cette plume vraiment très soignée, très agréable, très imagée. Franchement, je conseille Fleur au creux des ruines à tout le monde. En plus, c'est un petit recueil qui coûte 4,90 €. Donc pourquoi hésiter? J'ai ensuite lu très rapidement, puisque c'est très court, le 2e tome de Kevin et les extraterrestres qui s'appelle Et voilà le travail. C'est de Laurent Rivleg et Olivier Talek aux éditions Père Castor. C'est de la littérature jeunesse, c'est hyper illustré comme vous pouvez le voir. Et c'est très drôle. Dans le premier tome, des extraterrestres débarquaient dans la vie de Kevin, le petit garçon, et il se liait d'amitié avec eux. Dans ce 2e tome, les extraterrestres ne sont toujours pas repartis sur leur planète parce qu'ils n'ont toujours pas réparé leur vaisseau, et ils attirent énormément de problèmes à Kevin et à ses parents, surtout à ses parents d'ailleurs, parce que Kevin ça le fait beaucoup rire. Donc là encore, on va avoir pas mal de péripéties différentes au fil des chapitres. Le petit Kevin qui continue à faire l'imbécile en classe parce qu'il est très déconcentré, il pense plus à ses amis extraterrestres que à ses exercices de maths. La maman qui est enceinte, qui essaye de temporiser un petit peu tout, mais qui peine à calmer le papa qui lui est complètement hystérique et qui n'en peut plus de ces extraterrestres qui foutent le bazar dans sa vie. Voilà, c'est court, c'est léger, c'est très amusant, je pense que c'est idéal pour les 8-10. Et ça fera rire aussi, je pense, les parents, donc à consommer sans modération. Par contre, ce titre est sorti il y a quand même quelques temps maintenant, en 2014, et j'ai l'impression que la suite n'a jamais été publiée, et pourtant à la fin de ce 2e tome, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, enfin en tout cas on s'imagine très facilement qu'il peut y avoir une suite à ces aventures. Je ne sais pas si c'est prévu. Bon, si on n'a pas de suite, c'est pas non plus catastrophique, hein. On peut se contenter des 2 premiers tomes, mais c'est quand même une histoire qui, je pense, a un fil conducteur qui pourrait s'étaler sur encore plusieurs tomes. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas si une suite est prévue un jour, aucune idée. J'ai enchaîné avec un autre titre assez court, c'est Éclosia ou l'Écosse des légendes, c'est de Nathalie Bagadé et c'est auto-édité.
J'ai acheté ce livre à l'occasion des Aventuriales de Ménétrol au mois de septembre de cette année, donc à Ménétrol qui est une petite ville à côté de Rion, et Rion c'est une petite ville à côté de Clermont-Ferrand pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai acheté ce livre parce que Nathalie Bagadé c'est une auteure avec laquelle j'avais déjà eu l'occasion d'échanger brièvement sur internet, qui est une personne que je trouve très chaleureuse, très sympathique, et qui m'avait déjà parlé de son livre Éclosia ou l'Écosse des légendes, qui se déroule en Écosse, et comme elle sait que je suis très fan de l'Irlande, elle se disait que l'Écosse, ça pourrait me plaire aussi. Et donc je l'ai lu il y a quelques jours, quelques semaines plutôt maintenant, parce que je suis carrément en retard sur mes updates lecture, et je suis assez contente de cette découverte. Alors ce n'est pas un coup de cœur, désolée Zaha, je sais que tu me l'as beaucoup conseillé et que tu aurais souhaité, je pense, que j'ai un coup de cœur pour cette histoire. Ce n'en est pas un, tout simplement parce que je trouve que c'est un peu rapide et que c'est un peu court. Clairement, il y a énormément de choses dans ce livre, notamment du côté du folklore écossais. On sent que Nathalie Bagadé est passionnée par toutes ces créatures du folklore. Alors Nessie évidemment, le monstre du Loch Ness, mais également les Kelpies, les Brownies, les Selkies, Titania la reine des fées, allons-y, voyons grand. Bref, on rencontre pas mal de créatures du petit peuple, donc de féerie. Moi, c'est ma came, j'adore ça, j'adore rencontrer ces créatures, surtout quand c'est bien documenté, parce que, comme je vous le disais, on sent que Nathalie Bagadé aime ça, elle aime cette matière folklorique écossaise, qui se retrouve aussi beaucoup en Irlande et dans les pays celtiques, hein, c'est des choses qui se recoupent un petit peu de pays en pays, et donc elle nous en parle très bien. Donc j'ai adoré rencontrer ces créatures au fil des pages, au fil des chapitres. Sauf que c'est trop court, c'est un peu trop rapide, un peu trop facile presque, j'ai envie de dire. On va suivre Chlorinde, qui est une jeune femme en thèse d'économie, pas du tout de l'amour pour un sou, et qui va se retrouver invitée en Écosse pour donner des conférences autour de son sujet de prédilection, autour de l'économie et notamment de l'économie écossaise. Arrivée à l'aéroport, elle est reçue par Ian MacLeod, qui est un jeune homme qu'elle imaginait vieil homme, vieux scientifique, vieux chef de clan écossais, mais non en fait, c'est un magnifique trentenaire, très brillant, bref, et célibataire évidemment. Bon, il n'y a pas de kilt, hein. On est au 21e siècle, donc quand même il n'y a pas de kilt. Mais bref, le stéréotype de l'écossais, du chef de clan écossais moderne. Tout de suite, il y a un truc qui se passe entre eux. Premier regard, le coup de foudre, enfin non, peut-être pas le coup de foudre, mais en tout cas elle sent qu'il y a un truc un petit peu bizarre. Donc il va devenir son guide pendant son séjour en Écosse, et donc c'est grâce à lui, ou en tout cas à travers lui, qu'elle va rencontrer toutes les créatures féeriques que je vous ai citées juste avant. Parce qu'évidemment derrière son sujet d'étude, qui est les créatures folkloriques dans la littérature écossaise, ou un truc comme ça, forcément il a un lien avec la féerie. Mais je ne vous en dis pas plus. En fait, clairement, moi, la faiblesse que je peux trouver à ce livre, c'est la romance. Mais parce que je ne suis pas le public cible. Parce que les romances, ça marche quasiment jamais avec moi. Et surtout pas quand, comme ça, au premier regard, on sent que c'est le coup de foudre et que ça va être trop génial. Non. Non, j'y crois pas, mais pas du tout. Et surtout pas quand le héros est un peu le cliché du beau mâle écossais, beau chef de clan écossais sans le kilt, mais c'est tout comme, hein, c'est comme s'il avait le kilt. Voilà, non, moi ça fonctionne, mais vraiment pas du tout. Pourtant j'ai envie à chaque fois, hein, j'ai envie d'y croire à ces coups de foudre, à ces papillons dans le ventre, à ces étoiles, à ces tout ça. Hein. J'aimerais bien voilà, ressentir des choses quand je lis des romances. Mais non, généralement je lève les yeux au ciel et je dis c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Non. Donc bon, là j'ai pas levé les yeux au ciel parce que quand même c'est assez agréable, et puis voilà, hein, c'est pas non plus complètement malmené et tout, mais c'est trop rapide. Mais ça va avec mon caractère, mais pour moi, en 1 ou 2 jours, on peut pas être fou amoureux de quelqu'un et savoir que c'est l'homme de notre vie et savoir qu'on va se marier, avoir des enfants. Non, je peux concevoir qu'en un premier regard, en 1 ou 2 jours, on ait une forte attirance sexuelle et qu'on puisse coucher comme ça avec un type, voilà. Mais on peut pas dire je t'aime à quelqu'un au bout de 2 jours. Pour moi, c'est inconcevable, impossible, enfin voilà. Bref, j'ai fait une énorme digression pour dire que pour moi, le point faible, c'est la romance. Mais en même temps, si on adhère à ce genre de choses, ça fonctionne bien, puisque les personnages sont plutôt sympathiques, surtout l'héroïne, que j'ai bien aimée. Après, si j'ai bien compris, ce texte à la base, c'était une nouvelle.
et qui a été augmenté. Donc forcément c'est un format court. Donc oui, il faut que les choses se passent vite. Donc je peux comprendre les contraintes du format court. Et là ça reste un roman aussi assez court, hein, ça fait 230 pages environ. Donc oui, je peux comprendre que voilà, il y ait des contraintes de format et il faille aller vite. Par contre, ce qui est super positif, en plus du côté très documenté et de la passion qu'arrive très bien à nous transmettre l'auteur au sujet du folklore écossais, c'est la plume. J'ai trouvé que c'était bien écrit. On voyage pas mal en Écosse, donc ça c'est cool. Voilà, et c'est très travaillé. Pour un titre auto-édité, j'ai trouvé zéro coquille, c'est hyper soigné, on sent qu'il y a eu des relectures, on sent que l'auteur fait très attention au texte qu'elle produit et qu'elle va offrir à ses lecteurs. Je trouve qu'il y a un vrai respect pour le lecteur, voilà, elle balance pas n'importe quoi à ses lecteurs, elle publie pas n'importe quoi. Et ça c'est cool, vraiment je trouve qu'il y a une belle qualité de plume, une belle qualité narrative. Mais encore une fois, moi c'est le petit truc qui fait que c'est pas un coup de cœur et que c'est pas une lecture absolument inoubliable, malgré le très beau voyage en Écosse et dans la féerie, c'est la romance. Mais je pense que je suis vraiment pas le public cible pour ça. Donc voilà, si vous aimez les romances, l'Écosse, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus. Encore un titre très court, décidément, j'ai lu pas mal de petits trucs dans ma bibliothèque ces derniers temps. Il s'agit de La Tour de Cécile Duquesne aux éditions Voyelle. Et là encore, c'est un one-shot. J'ai lu pas mal de one-shots ces derniers temps quand même. C'est bien, je suis très fière de moi. La Tour, donc court roman qui fait une centaine de pages, c'est de l'imaginaire, évidemment, et c'est pour les jeunes lecteurs, plutôt young adultes. Ça surfe un petit peu sur l'histoire du labyrinthe de je sais plus qui, que je n'ai pas lu, mais j'ai vu le deuxième film il y a 2 ou 3 jours. Deuxième film que j'ai pas aimé d'ailleurs. J'avais bien aimé le premier film, alors là le deuxième, je l'ai regardé et j'ai pas trop accroché. Bon bref, ça surfe un petit peu sur l'histoire du labyrinthe, en tout cas le premier tome, enfin ou en tout cas le premier film, puisque je n'ai vu que le premier film et j'ai pas vu le premier tome. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Jessica et qui a 16 ans, sauf qu'on ne le sait pas du tout au début de l'histoire, puisque quand on découvre cette jeune fille, elle est amnésique, elle se souvient de rien. Elle se réveille dans un marécage, dans un marais, qui semble artificiel, puisque quand elle lève les yeux au ciel, elle se rend compte qu'elle est dans une pièce fermée. Donc c'est une super grande pièce, mais ça reste quand même une pièce fermée, c'est pas un vrai marécage, c'est pas de vrai marais. Donc le temps qu'elle reprenne ses esprits dans ce marécage qui est nimbé d'une lumière un peu grise, un peu mystérieuse, un peu voilà, elle se rend compte qu'il y a plein d'alligators autour d'elle et que les alligators ont envie de la bouffer. Donc, premier réflexe, s'enfuir. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans ce marécage, qu'il y a d'autres jeunes personnes, plutôt de son âge, donc plutôt adolescents, voire un peu plus vieux, donc jeune adulte, mais ça dépasse pas les 25 ans environ. Ils vont se sauver, tant bien que mal, et ils se rendent compte que pour survivre, pour s'enfuir, il faut qu'ils grimpent, il faut qu'ils montent. Ils découvrent des lianes pendues au plafond et des trous pour passer à l'étage supérieur. Donc ils sont quand même une poignée à réussir à s'en sortir et ils vont faire connaissance. Et ils vont se rendre compte que tous sont quasiment amnésiques, ils ont que des petites bribes de souvenirs, un prénom, un métier, voilà. Et Jessica, qui est la narratrice, se rend compte que quand elle est près de certaines des personnes qui sont présentes avec elle, elle se sent mal. Elle sent qu'elle est en danger auprès de certains et qu'à d'autres, elle peut plus ou moins faire confiance. Donc elle se dit que peut-être elle les connaissait avant d'être dans cette tour. Et la question, ça va être, qu'est-ce qu'ils font tous là? Qu'est-ce que Jessica fait là? Qui ils sont? Qui ils étaient avant d'arriver dans cette tour? Qu'est-ce que c'est que cette tour? Pourquoi ils doivent grimper? Parce qu'ils se rendent compte que voilà, pour sortir, hypothétiquement, ils doivent monter dans les étages. Il y a plusieurs étages et à chaque étage, son environnement différent, son épreuve différente, j'ai presque envie de dire. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous dirai juste que c'est super haletant, beaucoup de suspense. C'est un livre qui fait une centaine de pages qu'on a presque envie de lire d'une traite, tellement le suspense est bien dosé. On pourrait redouter la chute qui pourrait être décevante, l'explication de cette tour, de ce pourquoi, du comment, etc. Et non, j'ai trouvé ça très satisfaisant, très convaincant. J'ai beaucoup aimé l'imagination de Cécile Duquesne, comment elle a pu construire tout ça et en arriver là. Ça tient la route et c'est super bien écrit. C'est la première personne du singulier, donc on découvre tout à travers les yeux de Jessica et on se remémore des brimes de souvenirs en même temps qu'elle.
On découvre qui est qui en même temps qu'elle, à travers ses yeux. Donc ça donne une urgence, une authenticité encore plus forte au récit et ça fonctionne encore plus, je trouve. Si vous aimez les récits young adultes un petit peu haletants, avec un côté un petit peu futuriste quand même, hein, un petit peu dans le genre du labyrinthe comme je vous disais, allez-y, je pense que vraiment ça peut vous plaire. On en vient au premier tome des frères O'Neill, premier tome qui s'appelle La danse hésitante des flocons de neige. C'est de Sarah Morgan et c'est aux éditions Harlequin. Je vous en parlais la dernière fois dans la vidéo Book Haul, puisque je vous disais que j'avais acheté ce livre suite à vos conseils, puisqu'au moment de la Saint-Valentin, ou quasiment, je cherchais à lire des romances. Alors oui, je n'aime pas les romances, bon, je ne vais pas me répéter hein, parce que à chaque fois je dis la même chose, parce qu'il y a plein de clichés qui me plaisent pas, qui me parlent pas, parce que voilà, c'est à cause de mon passé, de mon histoire personnelle, de ma personnalité, bref, je ne m'y retrouve pas dans les romances, mais j'ai quand même envie de, voilà, même si je suis pas fleur bleue, j'ai pas non plus un cœur de pierre, donc quand je lis des histoires, j'ai des fois envie qu'il y ait des histoires d'amour et j'ai envie d'y croire. Donc je cherchais une belle histoire d'amour qui me ferait vibrer, dans laquelle il n'y aurait pas trop de clichés, et vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé celle-ci, en me disant que ça devrait me plaire. Donc, j'ai suivi vos conseils et j'ai acheté ce livre que je trouve très très beau avec ses paillettes, en plus c'est en relief, bref c'est très joli, donc rien que pour ça, le livre est sympa. Et je l'ai lu. Alors c'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus une déception. C'est distrayant, j'ai passé un moment agréable et j'ai même beaucoup aimé l'héroïne. Donc pour ça, c'est bien, merci, vous êtes pas mal tombé. Par contre, j'ai pas trop accroché au héros, que j'ai trouvé pour le coup tellement parfait que c'en était cliché et que c'en était pas du tout crédible encore une fois. Et la fin, par contre la fin m'a déçue. Pour le coup, je trouve qu'elle gâche un petit peu tout. Mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais je trouve que c'est too much et ça va pas avec le reste en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a déçue. Mais en même temps, vu que c'est une romance et vu les attentes des lecteur de romance, je me dis l'auteur pouvait certainement pas faire autrement, puisque si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, eh ben, les lecteurs de romance habitués à ça auraient été déçus. Mais pour moi, c'était un mauvais choix. Mais bon, bref, j'en dis pas plus, je pense que j'ai déjà dit beaucoup trop et que vous avez deviné, donc j'arrête là. L'histoire, c'est celle de Kayla, je me souviens déjà plus du prénom, de toute façon je retiens jamais les prénoms quand je lis des bouquins, de Kayla, qui est une working girl new-yorkaise qui a monté les échelons très 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 rapidement. Elle est dans une agence de com, c'est ça hein. En fait, en gros, elle est là pour aider les entreprises qui sont en difficulté à remonter la pente, à leur trouver des sponsors, à leur faire de la pub pour que ces entreprises fonctionnent. Elle est très très douée dans son domaine, c'est une très belle jeune femme, un peu moins de 30 ans, mais bon bref, bientôt la trentaine, très stricte, limite au physique assez froid, avec une carapace, voilà, qui a un appartement très froid, elle a beaucoup d'argent, mais à côté de ça, elle n'a jamais de relation amoureuse, elle a très peu d'amis, elle se noie dans le travail. Voilà, je vous place le décor de cette jeune femme, que j'ai bien aimée, parce que c'est le genre de personnage que j'aime bien, peut-être parce que je m'identifie plus facilement à ce genre de personnes que aux héroïnes un peu crucruches des romances que j'ai déjà pu lire jusque-là. Elle va accepter un travail, elle va accepter de passer une semaine dans une station de ski, je ne sais plus où, en pleine campagne. Je pense proche du Canada, a priori, vu la neige qui est décrite et vu les paysages décrits. Donc bref, elle va se retrouver coincée une semaine dans cette station de ski de luxe pour essayer de relever la comptabilité, pour essayer de sauver cette entreprise familiale qui est donc tenue par la famille O'Neill. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 4 ou 5 générations, je ne sais plus, et qui est au bord de la faillite puisque le grand-père qui a les rênes de l'entreprise refuse de moderniser tout ça, il refuse de dépenser de l'argent pour faire des améliorations, sauf que ses petits-fils, et notamment un qui s'appelle Jackson, et qui est lui aussi un trentenaire brillant, qui a fait fortune en Suisse je crois, qui a réussi à monter son entreprise et qui a très bien réussi, est revenu aux États-Unis dans le pays pour sauver l'entreprise familiale puisqu'il est très famille ce garçon. Donc Kayla va arriver dans cette famille, elle veut profiter de cette semaine de travail intensive pour fuir
les festivités de Noël, festivités qu'elle déteste puisqu'elle n'est pas du tout famille, elle parle plus du tout à sa famille depuis des années et des années, elle veut se noyer dans le travail. Et elle se dit que passer une semaine loin de tout, dans un petit chalet en pleine campagne, perdue dans la montagne, voilà, ça va être trop bien, elle va échapper à toutes les festivités de Noël, ça va être génial. Sauf qu'elle se retrouve dans la famille O'Neill, pour qui les festivités de Noël c'est hyper traditionnel et c'est hyper important. Donc le guet-apens, elle se retrouve là-dedans et là aussi il va y avoir comme une sorte un petit peu de coup de foudre avec Jackson. Mais là, contrairement à Eclosia, je trouve que c'est un peu mieux mené, en tout cas un peu plus crédible, j'y ai un peu plus cru, parce que Kayla en fait elle va accepter ses émotions parce qu'elle est consciente que ce qu'elle ressent c'est une attirance physique. Et donc là, ok, je peux comprendre que en une journée ou en un regard, on puisse être très attiré physiquement, sexuellement par quelqu'un. Et donc qu'on puisse succomber quand on est des adultes consentants, voilà, la trentaine, ils sont beaux tous les deux, ils sont riches tous les deux, ils sont bien dans leur peau tous les deux. Voilà, donc ça c'est crédible, j'y crois, c'est très bien. Bon, je crois un peu moins qu'il y ait des personnes magnifiques, trentenaires, riches et célibataires. Ou alors c'est que aux États-Unis. Parce que des trentenaires très riches, très beaux, célibataires en France, j'en ai pas encore croisé. J'habite pas dans les bons quartiers. Je crois que je fréquente pas les bons milieux en fait. Mais voilà, ça doit être qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, la relation entre les deux, le début de la relation entre les deux, j'y ai cru, j'ai trouvé que c'était bien mené. Bon, évidemment, on s'en doute, c'est une romance, les deux vont se rapprocher et une histoire d'amour va naître. Bon, franchement, j'ai trouvé que c'était crédible, et j'y tiens à ce mot crédible, cette histoire d'amour, j'ai trouvé que oui, allez, pourquoi pas, ça marche pas trop mal. Les personnages, plutôt pas mal, notamment Kayla, l'héroïne. Voilà, je me suis assez identifiée à elle, je trouve que ça peut être une figure qui peut exister, donc ok. Bon, lui un peu moins par contre, hein. Il est un peu fade en fait, d'être trop parfait, d'être trop génial surtout, et de toujours avoir les bonnes réactions, les bons mots, voilà, je trouve que c'est un peu too much. Il manque un peu de profondeur, il est un peu trop lisse ce garçon, mais bon, soit. Il a pas de kilt et il est pas macho, donc c'est bon, j'adhère, ça va. Par contre, comme je vous le disais, la confusion, non, je trouve que c'est un peu en contradiction, c'est même beaucoup en contradiction avec toute la personnalité qu'on avait pu voir de Kayla avant, et je trouve ça dommage. Je pense que ça aurait pu se terminer différemment en étant cohérent avec ce qu'on avait vu avant, et ça aurait pas enlevé de charme en fait à l'ensemble de l'histoire, ça aurait pas été décevant en tout cas de mon point de vue. Ça aurait bien fonctionné si elle n'avait pas terminé les choses de cette façon. Ce qui est pas mal aussi dans cette histoire, et après j'arrête, c'est que niveau style, bon ça reste une traduction, et c'est pas trop mauvais. C'est même assez agréable, c'est même plutôt pas mal écrit. Je trouve qu'on est assez bien transporté dans cette station de ski avec la neige, les arbres, les paysages, le côté très froid, hivernal, moins 10, moins 20 degrés. Enfin bon bref, à travers les descriptions et tout plein de petits éléments qu'elle peut dispatcher dans son récit, on s'y croit pas mal. C'est pas une lecture inoubliable, super lecture magnifique, géniale, mais c'était distrayant et sur pas mal de points j'ai adhéré, donc pour une romance, franchement c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal, et peut-être même que je lirai le deuxième tome, peut-être. Et enfin, du côté de mes dernières lectures, je me suis plongée dans In the 70s, Aventure dans la contre-culture de Barry Miles, aux éditions Castor Astral. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis sur cette lecture parce qu'il s'agit d'un récit biographique, autobiographique, mais pas plus qu'un récit, c'est presque un essai en fait sur les artistes des années 70. Donc c'est hyper dense, hyper documenté, avec un côté un petit peu fictionnel, avec ce côté à la première personne du singulier, puisque l'auteur Barry Miles a vécu de l'intérieur toutes ces années 70, il faisait partie de la contre-culture, donc il évoluait dans tous ces cercles d'artistes des années 70, notamment les poètes, notamment les écrivains qui étaient Allen Greensberg,
et William S. Burroughs, je sais pas comment on dit, qui étaient des personnages que je ne connaissais que de nom. Sacrée personnalité. Je suis pas sûre qu'on aurait été amis quand même, mais bon, c'était intéressant de les côtoyer. Mais voilà, comme je vous le disais, très très dense, avec beaucoup de références à beaucoup d'artistes de l'époque et surtout des artistes littéraires. Et bizarrement, même si je tiens un blog de littérature et même si je vous parle en vidéo de littérature, et ben des années 70, je suis beaucoup plus calée en musique qu'en littérature. Je crois que j'ai rien lu des années 70 en littérature, en tout cas en littérature américaine. Et donc tous les écrivains, auteurs, poètes qu'on peut croiser dans ce récit, je les connaissais pas trop, donc j'étais un petit peu paumée. Alors c'est positif puisque après avoir lu cet ouvrage, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de lire Ginsberg, j'ai envie de lire Burroughs, mais sur le coup, pendant ma lecture, parfois je décrochais un petit peu, tout simplement parce que j'étais pas forcément passionnée par ce qui pouvait arriver à ces personnages, enfin pas personnages puisque c'est des gens qui ont vraiment existé, à ces figures mythiques plutôt. Et voilà, donc parfois c'était un petit peu longué. Finalement j'ai plus accroché aux dernières dizaines de pages qui sont consacrées au punk et à la musique punk surtout. Et donc je m'y suis un peu plus retrouvée tout simplement parce que c'est des choses que je connais un peu plus. Donc tout de suite ça a un peu plus happé mon attention. Et donc la lecture a été un peu plus dynamique, je dirais. Voilà, après ça reste hyper intéressant, ceux qui connaissent vraiment bien les années 70, la culture des années 70, donc les hippies, le côté très libération des mœurs, l'amour libre, la consommation de drogue dure, beaucoup, tout ça, jusqu'à l'arrivée un petit peu des punks qui étaient à contre-courant, qui justement allaient complètement contre les hippies. Voilà, si vous connaissez tout ça, si vous êtes fan de cette époque aux États-Unis, je pense que c'est un ouvrage qui pourra vous parler, qui pourra vous intéresser, qui pourra vous donner beaucoup d'anecdotes et beaucoup de détails sur cette décennie. Pour les autres qui, comme moi, sont un petit peu plus novices dans cette matière, c'est quand même une lecture qui est assez dense, donc qui ouvre des perspectives, qui ouvre des horizons, qui donne envie d'aller voir un peu plus loin du côté, voilà, comme je vous le disais, des écrivains, mais qui quand même demande pas mal d'attention et qui perd un petit peu parfois en longueur. Donc une lecture intéressante, un peu dense, un peu mitigée, mais quand même je suis contente de l'avoir faite. Comme vous le voyez, encore une fois, une vidéo qui a présenté des lectures qui étaient pas mal différentes, mais c'est parce que je lis pas mal de choses différentes. En tout cas, j'essaye de varier mes lectures, parce que j'ai pas tout le temps envie de lire la même chose, ça dépend des jours, ça dépend des périodes. La prochaine vidéo update lecture sera consacrée, je pense, plutôt à mes lectures graphiques. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine, quarantaine que j'ai faites. Donc franchement, je suis pas sûre de vous parler de tout en détail. Peut-être que je ferai juste passer vite fait les couvertures des titres que j'aurais lus, que j'aurais découvert en vous disant ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, voilà. Ou peut-être que je me concentrerai que sur les lectures qui m'ont vraiment enthousiasmée. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dans quelques jours, j'aimerais également vous proposer un article pour vous parler de mon rapport à YouTube, à Booktube, aux vidéos, etc. Un article pour commencer parce que je pense qu'à l'écrit, mes idées sont plus claires qu'à l'oral. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai également une vidéo sur le sujet, mais voilà, j'ai pas mal de réflexions autour de ça. Mon rapport à YouTube ces dernières semaines, même ces derniers mois, je réfléchis pas mal à comment je perçois ça. Faire des vidéos, le temps que ça prend, les retours qu'il y a derrière, etc. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup en ce moment et je me rends compte de certaines choses. Et mon rapport à tout ça évolue vachement au fil des semaines et beaucoup ces derniers temps, ça évolue beaucoup. Donc j'ai envie de vous parler de ça dans un article, comme je vous le disais, parce que ça sera beaucoup plus structuré, je suis beaucoup plus claire, pas concise, hein, mais beaucoup plus claire à l'écrit qu'à l'oral. Donc je pense que je vous parlerai de tout ça dans un article sur le blog. Et pourquoi pas ensuite en vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur ces derniers temps et j'ai envie d'en parler pour avoir votre avis sur la question. Et puis aussi je pense, parce que c'est important, notamment pour ceux qui ne font pas de vidéos, de voir l'envers du décor, de voir un petit peu comment ça se passe pour le créateur de vidéo, combien de temps il met à faire une vidéo, tout ce qu'il apporte de lui-même, tout ce que ça implique, voilà. Le rapport qu'un créateur de vidéos sur YouTube, mais dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit comique, beauté, livre, booktube, tout
tout ce qu'on peut, voilà, tout le rapport qu'on a à YouTube. Je pense que pour ceux qui ne postent pas eux-mêmes de vidéos, c'est quelque chose, les coulisses, de complètement abstrait, on ne s'en rend pas compte du tout. Et j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous dire combien de temps je mets pour faire une vidéo. D'ailleurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre autant de temps pour faire une vidéo? Bref, je suis en pleine réflexion là-dessus, donc je vous en parlerai plus dans l'article. J'ai envie de parler de tout ça, de mettre des mots sur mon rapport à YouTube, sur ce que je ressens, mon évolution là-dessus, et vous faire passer un petit peu tout ça. Peut-être que ça vous ouvrira les yeux sur certaines choses, peut-être que vous verrez ensuite les vidéos de créateurs de façon différente, peut-être que vous aurez des réactions un petit peu différentes aussi vis-à-vis de toutes ces vidéos. Bref, j'ai envie de vous parler de ça. Peut-être que ça ne vous intéressera pas du tout, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées pour alimenter un petit peu plus cet article, n'hésitez pas. Je pense que sur le blog, j'ai envie de faire des articles un peu plus de fond comme ça, régulièrement. Donc toujours en rapport avec la littérature, avec le blog, avec YouTube, etc. Je ne sais pas si ça vous intéresse, allez-y, dites-moi. Et si jamais je me le sens, je le ferai peut-être aussi en vidéo, parce que je sais que les lecteurs du blog ne sont pas forcément ceux qui regardent les vidéos et vice versa. Je sais que c'est quand même deux publics assez différents. Je termine cette vidéo en vous rappelant qu'un concours est en place depuis quelques jours, depuis la fin de la semaine dernière, et ce jusqu'au 31 mars. Vous pouvez tenter de gagner 5 livres. Alors au début c'était 4, mais la maison d'édition Voyelle vous offre un ouvrage, vous offre un exemplaire également, donc ça fait 5 livres. C'est la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne si vous voulez plus d'informations, et puis il y a également un article sur le blog pour les lecteurs du blog. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez juste envie de soutenir, mettez des petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Mettez un petit commentaire, partagez, bref. Allez-y, exprimez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt avec de prochains livres. C'est n'importe quoi. Pourquoi je sais pas conclure brièvement? Belle lecture et à bientôt, salut!